a priori, on t'entend. Est-ce que tu m'entends? Ouais, parfaitement, nickel. Eh ben, Je m'approche un peu. c'est parfait. Comment ça va, Sofiane? Alors, pour ceux qui te connaissent pas, Super. je vais quand même t'introduire un petit peu. Je vais pas te laisser le faire. Sofiane Boukichou, donc combattant poids lourd en MMA, surnommé El Toro, originaire de Nice, qui s'entraîne avec Aldric Cassata, notamment au Boxing Squad. Donc, Aldric Cassata, un entraîneur renommé, puisque c'est l'entraîneur de Manon Fiorot, la meilleure combattante MMA française. Et toi qui as connu pas mal d'organisations européennes, on peut penser aux Cage Warriors, où tu as affronté Thomas Spinal notamment, qui est devenu un très grand nom de l'UFC. Tu es passé au PFL Europe, qu'on a connu ce samedi pour la première fois en France, mais malheureusement j'ai cru comprendre qu'il ne gardait pas le tournoi des poids lourds. Et là on te retrouve à l'Octagone, qui est notre belle découverte de cette année 2023 sur Twitch. Sofiane, donc la première question que je vais te poser, c'est comment est-ce que tu as signé à l'Octagone déjà? Alors, ouais, c'est plein de péripéties qui sont passées autour de ça. Bon, déjà, avant tout, déjà pour cette signature à Octagon, je tiens à remercier un excellent travail de mon manager et de mon entraîneur Adrien Cassata. Ouais, manager Adrien, donc de Résilience Management. Ouais. Alors, ils ont fait un boulot formidable parce que suite à la signature au contrat que Ngannou a eu au PFL, il y a eu beaucoup de changements au niveau des poids lourds. Ok. Donc ce qui s'est passé, c'est que on avait prévu de combattre le 30 septembre. Ah oui? Ah ouais? Finalement, ça a été annulé. Ah non, mais attends, ça veut dire que... Attends. T'allais combattre là samedi au Zénith et tu sais contre qui? Il y avait déjà des noms et tout? Il y avait déjà des noms et c'était plus ou moins les accords étaient passés, etc. Et du coup, tout a été annulé, quoi. Putain, c'est horrible. Et quelle est la justification de tout arrêter comme ça? C'est vraiment c'est la venue de Francis qui... parce que là, si tu me dis c'est la venue de Francis, je vais essayer de faire mes calculs savants dans la tête, sachant que Francis... Alors, j'ai pas dit c'est la venue de Francis. Parce que j'allais dire... Suite à la venue de Francis. J'allais dire, ouais, Francis, il coûte tellement cher qu'ils ont dû couper 10 combattants poids lourds pour pouvoir le payer. Suite à la venue de Francis, Ok. qui prend en charge, entre guillemets, au niveau des poids lourds, etc. Ah. Il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits. Ok. Voilà, et sûrement, suite à des réunions qu'ils ont pu avoir en interne, il y a eu des décisions qui ont été prises. Je ne sais pas du tout ce qui a été décidé exactement, ou quoi, comment. Mais c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses au niveau des poids lourds. Ok, ouais, donc là pour le coup, toi c'était un peu la mauvaise nouvelle parce que tu disais que PFL c'était vraiment, c'est une organisation qui te plaisait bien. La dernière fois qu'on en parlait, tu disais que il s'occupait bien de toi et tout. Déjà, premièrement, là où j'étais vraiment déçu, c'est de ne pas pouvoir combattre en France et à Paris. C'est vraiment le premier point. Et après, secondo, c'est vrai que de ne pas pouvoir combattre au PFL, c'est vrai que j'ai été un peu déçu. Mais bon, ça fait partie du game, comme on dit. Ouais, et donc quand il y a cette situation-là, comment ça se passe? C'est le PFL qui t'explique qu'ils peuvent pas honorer ton contrat? Enfin, comment est-ce que ça se passe concrètement? Concrètement, voilà, ils sont en droit de pouvoir me placer sur la carte ou non, et faire comme ils veulent, parce que dans les contrats, il y a différentes clauses. Ça, c'est le boulot de mon manager. Ok. Voilà, ça, c'est le boulot de mon manager. Donc, c'est pour ça qu'on a pu pouvoir signer, enfin, on a pu signer ailleurs. Ok. Donc, à l'Octagone. Et suite au travail de mon manager et Adrien Cassata. Et donc justement, alors tu débarques du côté d'Octagone. Quand on te propose l'Octagone, comment est-ce qu'on te présente cette organisation? Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas la plus connue, même si je sais que chez vous, les combattants, c'est peut-être beaucoup plus connu que chez nous, les spectateurs. C'est quoi l'image que tu as, toi, en tant que combattant de l'Octagone? Avant tout, quand on m'a proposé le combat, j'ai accepté de suite parce que je voulais vraiment combattre. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas combattu. Dernier combat, ça remonte en début d'année à l'UAE Warrior, à Abu Dhabi. Donc, je voulais vraiment combattre en septembre ou en octobre. Donc, j'ai accepté de suite et c'est après que je me suis vraiment renseigné sur l'Octagone, même si je suivais déjà un petit peu. Ok. Là, je suis vraiment rentré dans les réseaux, sur Internet. J'ai vraiment regardé qu'est-ce que cette organisation. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment une très, très grosse organisation. Bah c'est ça, ouais, c'est que autant nous, c'est peut-être pas celle dont on entend le plus parler, je dirais, et je vais faire la distinction, je pense en Europe de l'Ouest,
très concrètement. Par contre, c'est vrai que quand tu commences à te documenter et à regarder les événements qu'ils font en Europe de l'Est, je crois que j'ai regardé la statistique, l'Octagone, c'est l'organisation en Europe qui remplit le plus de salles en moyenne. Ils ont un public et ils ont créé une ferveur autour de ces événements. C'est-à-dire que eux, c'est des noms qui forcément vont parler au public local, parce qu'il y a beaucoup de Tchèques, de Slovaques, de Slovènes, etc. Mais il y a ce côté spectacle sur tout l'événement. C'est ça que tu as vu toi aussi ? Oui, c'est vraiment ça, parce que quand j'ai regardé donc sur Internet, etc., à quoi ressemblait l'événement, c'est vrai que quand je suis tombé sur ça, j'étais un peu impressionné, dans le sens où ils ont fait un peu un copier-coller avec l'UFC dans le système d'entrée des fighters. Et surtout, voilà, les spectateurs, etc., ils répondent présents. Ils répondent vraiment présents. Il y a beaucoup d'animations autour de l'événement, beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est vraiment quelque chose de très structuré. Ouais, je regardais en plus, c'est une des organisations qui fait partie des nominés ou candidats pour être organisation MMA de l'année. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette année de particulier ? Alors, ils ont créé leur propre Ultimate Fighter, je crois, avec Angleterre versus Irlande. Ils ont recruté beaucoup aussi de personnes qui travaillent en Irlande et en Angleterre pour se développer petit à petit vers l'Europe de l'Ouest. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre chez eux ? Non, mais il y a aussi un peu de folklore parce que leur proprio, c'est aussi leur speaker, de ce que j'ai compris. Enfin, un des directeurs, c'est lui qui fait le speaker, c'est ça ? Ça, je ne sais pas du tout par rapport à ça, j'apprends quelque chose. Mais c'est vrai que pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'ils ont fait vraiment leur petit nid de leur côté. Et une fois que voilà, ils ont vraiment structuré leur nid, là, ils vont vraiment se développer dans l'Ouest. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en entendre parler. Et ils vont faire mal à beaucoup d'organisations. Ouais, donc là, toi, tu vas combattre à Bratislava, c'est en Slovaquie. J'ai regardé un peu à la Tipos Arena, qui est traditionnellement utilisée pour le hockey, mais qui là va être réaménagée pour du MMA. C'est une salle qui fait 10 000 personnes en situation hockey. Donc je pense qu'en situation MMA, avec une cage centrale, tu peux faire peut-être 11 ou 12 000. Ça fait un sacré public quand même là, qui va être là samedi. C'est plein déjà. C'est ouf. T'as déjà combattu devant autant de personnes, Sofiane ? Ou parce que ça pète, juste pour donner une idée aux gens, c'est plus que le Zénith de samedi. Hein. Le Zénith de samedi, c'est 8000 personnes, pour se donner un ordre d'idée. Là, t'en as 2-3 000 en plus, quoi. Ouais, c'est vrai que ça va être une sacrée ambiance. Et c'est bien, ça va donner un peu des ailes, donc pour beaucoup de combattants. Non, ça, c'est cool. Mais après, moi, je pars d'un principe, quand je suis dans mon combat, vraiment, je fais vraiment pas attention à ça. On m'a posé souvent la question, qu'est-ce que ça me fait ? Quelle est la sensation que j'ai avant les combats, quand je rentre dans la cage ? Moi, je suis vraiment, voilà, comme on dit, j'ai 2 œillères. Mmh. J'avance, je suis focus dans mon combat, je vois que la cage, j'entends que mon coin et après, je me focalise sur ça. Ouais. Mais c'est vraiment sur la fin du combat que, comme on dit, que je commence à voir ce qui se passe autour de moi. Ouais, t'es en mode tunnel jusqu'à la cage dans le combat, tunnel sur l'adversaire, j'imagine. Exactement, tu sais, comme les cheveux de course, avec 2 œillères, et tu fonces tout droit. Et j'ai l'impression, alors, tu te retrouves d'ores et déjà pour ton premier combat assez haut sur la carte. L'Octagone, ils ont été vraiment séduits par ton profil. J'ai l'impression qu'ils te considèrent déjà comme quelqu'un sur qui ils veulent miser. Oui, franchement, j'ai beaucoup apprécié ça à leur niveau, parce que c'est vrai que j'affronte le numéro 4 de leur organisation. Mmh. Et c'est vrai que donc, c'est un gros challenge déjà d'entrée. Donc, ouais, non, je suis très content. Comment expliquer avec toute humilité que ouais, ils m'ont vraiment pris au sérieux et qu'ils m'attendent de pied ferme. Ouais, bah on le rappelle, et alors peut-être que certains m'ont tomberont dessus ou non, mais de mon aspect à moi, dans ce qui se fait dans les poids lourds français, de par ton expérience, de là où tu es passé, les ennemis que tu as affrontés, est-ce que ça te paraîtrait probable et pertinent si je dis qu'aujourd'hui, en termes de poids lourds français, il y a Cyril Gane et on peut te mettre toi juste derrière lui, non ? Parce qu'on n'a pas beaucoup de combattants poids lourds. Alors, on peut me citer effectivement Alan Bodo qui est passé à l'UFC, mais son activité aujourd'hui ne ferait pas forcément dire que c'est pertinent. Je pense à Rouskov Domingos, mais en termes de prestige d'organisation, et je le dis vraiment de manière très posée, hein, c'est pas histoire de saucer pour rien ou quoi, mais factuellement, de par ce que tu as fait, moi je trouve que c'est une position qui pourrait être légitime. Donc tu fais partie des meilleurs poids lourds de France, on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire comme ça, voilà, je vais être franc et avec toute humilité encore, je le dis.
Je pense qu'on peut le dire. Ouais. Donc, le travail, comme on dit, paye. Les années ont payé, donc aujourd'hui, on peut le dire. Ouais. Et donc là, ton adversaire qui s'appelle donc Adam Palash, qui est polonais, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est pas forcément des combattants qu'on connaît très bien. Donc toi, qu'est-ce que tu en connais? Est-ce qu'il y a déjà des choses sur lesquelles tu sais que tu veux l'emmener, par exemple? Ah, c'est un combattant assez complet, dur au mal. Ouais. Il a un très bon pied-point, on a très bonne jambe, très bonne boxe. Donc, ouais, on va être très très vigilant par rapport à ça. Après, il a une bonne défense de lutte, il a une bonne gestion au niveau du sol. Donc, c'est quelqu'un d'assez complet. Mais voilà, aujourd'hui, comme j'avais dit suite à une interview précédente à l'Octagone, je disais quoi déjà? Ouais, je veux pas pour jouer, quoi. Ouais. Ok. Je veux pour lui faire une grosse guerre. Bah, parce que en plus, c'est assez symptomatique de l'organisation. Alors, je sais pas si tu as regardé des événements et tout. C'est pas une organisation dans laquelle la décision, c'est la majorité des cas. C'est plus une orga où le jeu est assez ouvert, j'ai l'impression, dans les combats, non? Ouais, c'est vrai que dans les pays de l'Est, les combattants se livrent assez quoi, se livrent beaucoup. Et c'est vrai qu'on voit souvent de KO, même de soumission. Et c'est rarement le combat va à la fin, quoi. Hmm. Toi, c'est une situation qui te plaît? C'est une situation où tu peux avoir des appréhensions, que ce soit un peu comme ça, que ce soit différent, ou ça te touche pas? Non, je pense pas du tout à ça. Moi, pour en revenir par rapport à quand tu disais les organisations que j'ai pu faire, etc. Je vais tout rassembler. J'ai jamais refusé personne. Hmm. Aldric Sata peut le dire et mon manager peut le dire. J'ai jamais refusé personne dans n'importe quelle organisation. Je suis toujours allé à la guerre et j'ai toujours pris combat après combat et essayer de retenir la meilleure expérience après chaque combat. Donc, pour en revenir à cette question que tu me posais, j'ai aucune appréhension sur ce combat-là. On va faire ce qu'il faut, on va faire ce que l'on a travaillé, on va appliquer le game plan. Et voilà, quoi, tout simplement. Yes. Est-ce que pour ceux qui te connaîtraient un petit peu moins dans le chat, qui n'étaient pas de la première heure avec nous quand on t'avait vu au PFL Europe, tu peux leur expliquer un petit peu, toi, c'est quoi ton style de combat? On te surnomme El Toro. Donc, est-ce qu'il y a des signes distinctifs dans ta manière de combattre, justement? Alors, moi, je peux dire que je suis pas le meilleur des combattants. Je suis pas le plus doué des combattants, mais je suis celui qui lâche rien. Voilà. Comme on dit, quand je rentre dans l'arène, du début jusqu'à la fin, je vais rien lâcher jusqu'à que je flanche les genoux. Mais même les genoux flanchés, je continue à avancer, quoi. Bah, c'est ta résilience, ouais. Voilà, c'est vraiment ma résilience. Et c'est donc de Aldric Cassata que ça vient, El Toro. Ah ouais? C'est durant l'entraînement, il nous faisait faire un peu à l'ancienne, tu sais, des rounds de 5 minutes avec chaque minute un nouvel adversaire. Ok. Et donc moi, à chaque fois, je rentrais dedans, malgré la fatigue, malgré tout ça. Et donc de là, c'est sorti El Toro. Mais ça, c'est pas mal, moi je trouve. Ça te va bien. Bah, c'est vrai que, en plus, moi j'ai appris que récemment que, tu sais, le taureau, c'est trop l'exercice qu'on fait au foot quand on est petit. Et en fait, j'ai appris qu'en MMA, ça existe aussi. Et c'est ce que tu es en train de décrire, le fait de, voilà, tu es là et en fait, c'est les adversaires qui viennent tourner avec toi après. Hein. Donc. C'est assez stylé. Moi, de ce que j'avais vu de tes derniers combats, t'es quand même aussi un combattant assez complet. Même si tu parles de, on va dire plutôt tes qualités mentales, je trouve pas qu'il y ait un compartiment dans le combat où tu sois largué. On t'a vu dans plusieurs situations, en debout, au sol, en lutte, en défense de lutte. T'as quand même un bagage aujourd'hui qui est assez fourni dans plusieurs sports de combat. Oui, donc après, c'est vrai que je me suis beaucoup développé dans mon jiu-jitsu. Aujourd'hui, je suis ceinture marron. J'ai beaucoup travaillé mon sol et aussi ma lutte, mais j'ai aussi beaucoup travaillé un peu mon pied-point et ma boxe, quoi, avec Jean-Marc Tosca, très grand entraîneur de boxe, donc il a rejoint la team Boxing Squad il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, on avait commencé déjà nos entraînements ensemble un peu avant. Et c'est vrai qu'avec lui, j'ai beaucoup développé, mais on peut le voir sur mon dernier combat où j'ai fait que boxer. Ouais. J'ai pas forcément amené au sol ou gardé en lutte. J'ai vraiment boxé, quoi, pour vraiment mettre en place ce que j'ai pu apprendre et les déclics que j'ai pu avoir dans ma boxe. Ok. Il y a une question de combattant DZ dans le chat qui se rappelle de toi sur le premier Ares et qui demande pourquoi est-ce qu'on t'a pas revu finalement au Ares, parce que j'imagine que visiblement ça lui avait plu. Je vais répondre franchement.
Je vais répondre très franchement même. Vas-y. Alors, ce qui s'est passé, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais signé à Arès. Et à l'époque, j'étais avec Fernand Lopez en Management Factory. De là, juste avant l'événement, je me suis blessé en février. Ok. Où je me suis cassé le tibia. Donc, j'ai eu très peu de temps avant mon combat pour me préparer, etc. Donc, du coup, moi, avec mon orgueil, m'a dit qu'il fallait que je revienne le plus vite possible. Ouais. Donc, j'ai accepté Arès. J'ai accepté Arès sans savoir qui je combattais, où, quoi, comment. Et donc, de là, on m'a proposé Rug. Moi, j'ai accepté de mon côté. C'était pas forcément une bonne chose pour mon retour après cette grosse blessure. Donc, c'est vrai que j'en ai un peu voulu à mon manager, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et de là, donc, le Covid arrive. Ouais. Pendant 2 ans, pas de combat. Et là, je repoussais à chaque fois les appels, etc. à Fernand. Est-ce qu'il y a un combat? Est-ce qu'il y a une organisation à l'étranger où on peut aller combattre, etc., etc. Donc, il a principalement placé les mecs du MMA Factory. Et il a un peu oublié tout le monde à droite à gauche. Ok. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que après le Covid, en septembre, le 4 septembre exactement, mon contrat avec Management Factory se termine. Ok. De là, de suite après le Covid, quand ça s'est décanté, il y avait la premier événement qui se déroulait en France, donc à RS2, et il m'a proposé de combattre. Ok. De là, j'ai dit un non catégorique. D'accord. Il dit, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Ok. Parce que pendant 2 ans, on m'a délaissé. Pas de nouvelles. On me prévient même, personne ne revient vers moi par rapport à ma fin de contrat. Ouais. Donc, du coup, j'ai coupé net. Et là, j'ai décidé de signer avec Resilient Management. Ok. Est-ce que... Vas-y, pardon. Et après, de suite avec Resilient Management, c'est là où on a vraiment tapé, entre guillemets, le circuit à Abu Dhabi, etc. et différentes organisations. Mais c'est là où j'ai vu vraiment la différence entre une boîte qui sait s'occuper de ses fighters, tous ses fighters, et une boîte qui sait favoriser ses fighters. Voilà, comment on peut dire. Donc c'est pour ça que j'ai refusé Arès et que je ne veux plus entendre parler d'Arès. Okay, je te remercie pour ton honnêteté. Je vais en profiter pour faire un parallèle parce que c'est un sujet qui a été pas mal évoqué, notamment par rapport au main event de ce week-end entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo. Le but, c'est pas... Enfin, j'ai pas envie d'être dans une optique où on va... Le but, c'est pas de faire des critiques gratuites. Non, mais je préfère le préciser moi parce que je pense qu'il y a des gens qui attendent ça aussi de la part des médias et tout. Je pense qu'il faut laisser chaque personne à sa place faire son taf. Est-ce que, en termes de ressenti, tu as pu ressentir ce que certains considèrent qui était le cas de Jordan Zebo, à savoir, on t'a envoyé dans un traquenard un petit peu sur ce premier combat? Complètement, c'est ce que je dis par rapport à Jordan, le pauvre. C'est un jeune espoir. Il est très très fort dans ce sport. Et pour moi, c'était trop tôt de le présenter à Cédric Doumbé, dans le sens que Cédric Doumbé, c'est quand même quelqu'un qui a défendu plusieurs fois sa ceinture au Glory. C'est quelqu'un qui a une grosse expérience. C'est quelqu'un qui sait gérer le stress, la pression et les gros événements. Moi, je pense que Jordan aurait eu besoin d'avoir un peu d'expérience pour pouvoir l'affronter. Ouais. Mais c'était, ouais, toi, c'était plus du temps de récupération si on se remet sur ta situation et ce combat à Arès, plus de récupération pour pouvoir être opérationnel sur le combat, quoi. Moi, je pense qu'il m'aurait fallu encore 6 mois. 6 mois? Ah oui, en plus, ouais, enfin une longue période en plus pour le coup. Et derrière, en plus, ton adversaire, on voit il a fait qu'un seul combat là-bas. Après, il est allé au One et il est resté là-bas. Ouais. Il y a Lilianovic qui dit maintenant, est-ce que... Alors, on va poser la question, je vais pas la tourner telle que le commentaire il est dit. Alors attends, je crois que je t'ai perdu. Ouais, j'ai perdu Sofiane, ça devrait revenir. Ah, c'est dommage. Alors ça, c'est peut-être une coupure de batterie. Lilianovic, je vais prendre en considération ton commentaire, mais on va le tourner d'une autre manière parce que là, il est un peu particulier, je trouve. Je t'ai récupéré, Sofiane, bouge pas. Ouais, c'est bon, je t'ai. Lilianovic qui dit que effectivement maintenant qu'il y a eu
ce combat, cette visibilité, cette médiatisation, et on va dire aussi les déclarations de Cédric Doumbé, est-ce que ça facilite le fait de parler de choses qui nous ont déplu avec Fernand Lopez, ou c'est des choses que tu aurais pu dire avant également, Sofiane? Je l'ai toujours dit, et après, moi, vous savez, je suis d'un principe où quand j'ai un problème avec quelqu'un, je le règle uniquement avec la personne. Bien sûr. Et ça ne regarde personne d'ailleurs. Là, aujourd'hui, j'en parle ouvertement parce qu'au bout d'un moment, avec les années, etc., ça pèse. Entre guillemets. Ouais. Donc, après, ouais, c'est vrai que je vais pas dire non, le fait que ça ouvre un peu les vannes, entre guillemets. Ouais. Par rapport à ce qui s'est passé. En vrai, dans une situation telle que celle-ci, je pense qu'en termes de timing et d'exposition, c'est aussi difficile d'avoir l'opportunité qu'avait Cédric Doumbé de dire des choses à ce moment-là. Je peux dire, t'as pas 300 000 occasions d'avoir vraiment, je pense, l'ensemble de l'auditoire et même moi un petit peu de France qui t'écoute à ce moment-là quand tu as des choses à dire. Tu vois, ce sera plus dissimulé ou ce sera plus par truc interposé, etc. Une version A, une version B, un truc, machin. Je pense qu'il y a aussi ce contexte qui fait que y a de l'ampleur, il y a un retentissement et effectivement les choses vont très vite et on voit que ça a impacté quand même pas mal de personnes, ces histoires-là. Donc, non, bien sûr, mais c'est vrai qu'il a dit aussi, il a dit que à la base, il voulait pas en parler. Oui. Et que là, avec le mouvement, avec l'événement, avec tout ça, donc il a sorti les choses. Après, moi personnellement, alors je sais que ce sera peut-être plus difficile à entendre de ta part parce qu'il y a quand même il y a un passé, il y a des antécédents, mais on dit octogone, pas octagone. Je t'assure qu'on dit octagone parce qu'il y a vraiment un A au milieu, hein. Juste dans le chat, il faut juste... Ouais, en fait, c'est juste simplement la traduction. Comment on dit octogone en tchèque, c'est ça, ouais. En slovaque ou en tchèque, je sais plus. C'est uniquement la prononciation dans leur langue. Mais moi, je trouve que il faut pas se tromper dans ces histoires-là, dans le sens où aujourd'hui, effectivement, celui qui a été mis sous les projecteurs, c'est Fernand Lopez. Il a fait ses trucs, il a fait ses déclarations derrière, il reconnaît ses fautes, la manière dont il veut, etc. Mais je pense qu'il faut pas. Je dis aussi pour les personnes dans le chat, parce que comme on n'est pas que toi et moi, il y a aussi ce côté. Je pense que c'est pas la peine de faire une vendetta permanente de tout instant, tout le monde sur la personne, dans le sens où si un jour en fait quelqu'un d'autre fait un truc pas bien, ce sera peut-être pas lui, tu vois. En fait, j'aime pas ce côté. C'était un peu le côté qu'il y avait aussi. Mais je dis pas que c'est ce que t'as fait, hein, Sofiane. Mais je dis juste que. Non, mais faut remettre les choses dans leur contexte. Tu fais bien de dire ça, et que c'est vrai que moi j'ai pas trop la conscience. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde derrière, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Fernand Lopez est un bon coach. Fernand Lopez, c'est quelqu'un qui a fait monter des talents, etc. C'est un bon coach. Moi, j'ai un problème avec... j'ai eu, entre guillemets, une mauvaise entente sur le management. Mais ça regarde lui et moi. Voilà. Donc, aujourd'hui, en tant que coach, je ne suis pas là pour le critiquer en tant que coach. Je ne suis pas là le critiquer dans sa vie de tous les jours parce que je ne le connais pas assez pour ça. J'ai pas assez fréquenté Fernand Lopez tous les jours pour pouvoir dire comment il est ou comment il est pas. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de mon management, simplement. Non, voilà, et c'est pro. Et pour le coup, c'est 100% professionnel. Il n'y a pas de truc, machin, d'entente, il a dit ça, machin. J'ai aucune haine ni animosité contre lui. Il fait ce qu'il fait. Moi, je fais ce que je fais. Si on se croise un jour, je dirai bonjour par respect, mais c'est tout. Voilà, non mais c'est juste, je disais la même chose avec le cas de Damien Lapillus, c'est que typiquement oui voilà, écoutez, ils ont trouvé un truc, il a été sanctionné, mais genre ça veut pas dire que ça devient le souffre-douleur un peu de celui qui doit tout recevoir, toutes les critiques, et je trouve que c'est la même chose. Voilà, il y a des gens qui peuvent faire des erreurs, des trucs, des machins. À quoi ça sert de tous les accabler? Laissons faire les personnes qui sont habilitées à faire ce qu'ils ont à faire. Et voilà, c'est juste le côté un peu truc général sur une personne. Cette espèce de truc là, je trouve c'est un peu compliqué parce que
Je pense qu'il y a de la complexité, je pense qu'il y a... Et je pense que dans plein d'environnements sportifs, on sait pas forcément tout ou quoi, machin. Donc c'est facile d'avoir un espèce de corbeau et dire ouais, bah de toute façon c'est lui, c'est le mal, c'est machin et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est vraiment juste pour... c'est pas FC bienveillance forcément, mais c'est juste soyons un peu objectifs, tu vois, et soyons justes. Et ça sert à rien de tirer sur l'ambulance, entre guillemets, moi je trouve. Ouais, c'est un peu un effet de mode. Beaucoup de gens suivent le mouton qui a la cloche. C'est Tu ça. vois, ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, et ils sont là à suivre. Ils sont là à suivre, malheureusement. Vouloir, c'est juste qu'ils suivent un mouvement, ils suivent forcément savoir ce qui s'est réellement passé. Et sur 10, ils prennent la parole et expliquent les deux versions. Les choses, on se dit ah oui, c'est vrai que je me suis trompé. Ah oui, c'est vrai, j'ai mal pensé. Prendre que voilà, chacun a ses problèmes avec X personnes. Ou de suite dénigrer une personne ou accuser une personne. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, en fait, c'est le fonctionnement de base, tu vois. C'est qu'il y a des gens, tu fais des conneries, t'es jugé, t'es condamné, etc. Enfin, en fait, moi, ce qui me fait gaulerie, c'est que... Enfin, ça, c'est des trucs qui étaient... qui étaient trouvables en fait entre guillemets, qui étaient traçables depuis des mois, des années. Tous les gens font soit les étonner, soit ouais je le savais déjà, mais personne parlait, tu vois. Genre moi c'est ça qui me fait trop, c'est que t'as tous les mecs qui sont là pour commenter, mais ils étaient pas là au bon moment. Enfin bref, on va pas forcément s'attarder là-dessus. En poids lourd, on peut monter très vite si on enchaîne quelques victoires. Est-ce que par exemple l'Octagone, tu pourrais t'en servir de tremplin pour aller vers un PFL Monde au lieu du PFL Europe, essayer d'accéder à une organisation type UFC, des choses comme ça. Est-ce que ça peut faire partie de ton plan de carrière aujourd'hui? Combat après combat. Un- Attends, il y a le son qui a coupé, je vais récupérer ça. Tac, 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 ton micro... Ah ouais, ça a recoupé. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Si ça a coupé comme ça, c'est... Ouais, ça a coupé un peu, ouais, effectivement. Ça va revenir, les amis. Ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Yes, c'est bon. Alors, t'es de retour. Je sais pas pourquoi ça a coupé. De toute façon, je pense que je vais pas te prendre trop de temps s'il y a des coupures, mais là, normalement, on devrait t'avoir récupéré. Alors, c'est bon, on t'a de retour. Qu'est-ce que tu nous disais, du coup? Désolé, Sofiane. Donc, je disais, pour répondre à ta question, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, l'objectif que je me suis fixé, c'est de prendre combat après combat. Pas forcément voir la porte qu'il y a derrière et donner le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, je suis en fin de carrière. Je suis plus en début de carrière où on va se fixer un objectif sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. Aujourd'hui, voilà, je veux faire le meilleur de moi-même et faire ce qu'il faut. Mais c'est vrai que éventuellement terminer ma carrière à l'UFC, Ouais. c'est le nom UFC, quoi. Bah ouais, avoir ça sur le CV, quoi. Dire voilà, j'y étais, j'ai fait ça, j'ai fait le combat, j'ai connu ces ambiances-là, j'ai connu le traitement qui était moins bien que celui que le PFL, je vous confirme. Non, mais effectivement, je pense que c'est une case intéressante. T'es signé sur... comment ça se passe les contrats Octagone? T'es signé sur plusieurs combats? T'es signé sur une période? C'est vrai que ça, c'est des choses qu'on sait pas trop sur l'organisation. Alors aujourd'hui, je peux dire que j'ai signé 3 combats avec 3 combats qui vont se faire, je pense. Et voilà. Ok, ça marche. Il y avait une question dans le chat de combattant des aides qui disait que t'avais pas forcément le gabarit du poids lourd, on va dire générique dans le MMA. Est-ce que tu avais déjà envisagé d'aller en moins de 93 kilos par exemple? Alors j'ai commencé que je voulais changer. Ok. Je voulais évoluer plus grand. Donc après, c'est qu'on a fait un travail de prise de masse et de corpulence. Mais aujourd'hui, dans la catégorie poids lourd, parce que je suis en longueur d'année, je suis à 116, 110. Pour mes combats, je suis à 112, 113. Quoi. Je suis au poids pour pouvoir
à faire mes rounds et à avoir le souffle qu'il faut. Ouais. Ouais, sinon après ça devient, je pense que ça devient des exercices qui, bah, de redescendre à chaque fois à 93 et compagnie, ça devient un peu compliqué, j'imagine. Écoute, Sofiane, je vais pas te Ouais, c'est prendre vrai. beaucoup plus de temps. Je te remercie beaucoup de nous avoir accordé ton temps à toi, et on a vraiment hâte de te voir combattre samedi avec toute la réussite possible. Voilà, on va être là, on va être fort dans le chat pour t'encourager. Et merci à chaque fois d'être toujours disponible et toujours très gentil avec la chaîne Twitch RMC Sport. Ça fait grave plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, Sofiane était venu avec nous commenter le KSW et le combat de Wilson Varela, qui est son pote, sur lequel Wilson avait fait un super KO. Et derrière, Wilson a remis le couvert et a encore gagné au KSW. Et maintenant, il veut aller s'attaquer au frère du mec qu'il a déjà battu. Donc là, Wilson, il est lancé. On espère que Sofiane sera aussi bien lancé pour ses débuts à l'Octagone samedi, qu'on va suivre ensemble. Je vous rappelle qu'il va être Coco Main Event. Oui, j'ai rajouté un co en plus, mais voilà, il fait partie des combats les plus attendus de la soirée. Il va être dans une salle avec 10 000 personnes. Il n'y aura pas forcément beaucoup de supporters français, mais t'inquiète, nous, on va te remplir la tribune du chat RMC Sport et on va faire un maximum de bruit pour que tu sois toi aussi poussé par notre ferveur. Donc merci beaucoup, Sofiane, et à très très vite en tout cas. Et nous, on te regarde samedi avec grand plaisir. Ouais, merci à toi, merci beaucoup à Twitch. Merci pour ce que tu fais, ça apporte beaucoup aux fans français au niveau de la vision. Et merci pour ton dynamisme, enthousiasme, respect de tous les combattants et acteurs du MMA français. Merci beaucoup, Sofiane. Bon après-midi à toi et on te dit à samedi, même si on ne se verra pas, on aura les yeux rivés sur toi, ne t'en fais pas. Merci beaucoup, Sofiane. Bon après-midi.